Bonsoir à tous, bienvenue dans le 12 minutes. Avec d'abord un avertissement pour votre santé. Les médicaments à base de paracétamol qu'on prend en cas de fièvre ou de douleur et qui sont parmi les plus vendus au monde, ces médicaments peuvent s'avérer nocifs pour la santé s'ils sont pris à dose élevée, ce qui peut être tentant en cette période de grippe. Pascal Bolekens. Le paracétamol, c'est un médicament bien connu contre la fièvre ou les douleurs. Un médicament très prisé par les Belges. Et quel que soit son nom commercial, il s'achète en pharmacie sans ordonnance. Mais attention, il ne faut pas en abuser car il peut avoir des effets toxiques, entre autres pour le foie. La seule chose qui est très importante, que je répète toujours à mes clientes, c'est ça qu'il ne faut pas exagérer. Parce que avec une dose élevée, ça peut donner une toxicité très sévère du foie. Il peut même conduire à la destruction du foie avec greffe à la clé. Mais à forte dose, il peut aussi devenir toxique pour les reins, l'estomac et même le cerveau, surtout s'il est associé à d'autres antidouleurs ou à de l'alcool. On peut dire qu'à partir de 4 grammes par jour, il y a risque de toxicité pour le foie, principalement un peu aussi pour les reins. Cette dose de 4 grammes ne devrait donc jamais dépasser, ou alors avec un contrôle très prudent du médecin, les doses habituelles ne devraient pas dépasser 2 à 3 grammes par jour. Autrement dit, le paracétamol reste une bonne molécule contre la fièvre ou la douleur. Elle est d'ailleurs en général bien tolérée, mais l'étude rappelle simplement que cela reste un médicament avec tous les risques d'une automédication. La fessée est à la mode actuellement au cinéma avec 50 nuances degrés, mais elle est beaucoup moins tolérée quand il s'agit de la donner à un enfant. Le Conseil de l'Europe vient même de réprimander la France pour ne pas avoir interdit clairement les châtiments corporels dans sa loi. La Belgique a d'ailleurs logé à la même enseigne. Du coup, faut-il modifier notre législation? Les avis divergent. Sylvia Facinelli. Ce geste doit-il être interdit? Des parents excédés peuvent-ils se permettre de perdre le contrôle? Tu veux une fessée? En Belgique, la loi interdit déjà la violence contre les enfants. Mais faut-il aller plus loin? Faut-il viser explicitement la fessée et les autres punitions corporelles au sein de la famille? Pour le délégué général aux droits de l'enfant, la réponse est oui, ne serait-ce que pour la portée symbolique d'une telle interdiction. Dire la règle, dire la norme, c'est important. Je serais heureux qu'on légifère, alors au civil, pas au pénal. Inutile d'envoyer en prison ou de se soumettre à des amendes des parents qui auraient usé de punitions corporelles. Simplement, je pense qu'il faut que les choses soient claires. Il faut qu'on dise c'est interdit. Condamner la fessée, ce pédopsychiatre n'est pas d'accord. Pour lui, non seulement une interdiction déresponsabiliserait les parents, mais en plus les punitions corporelles auraient parfois des vertus éducatives. Souvent, c'est tout à fait stérile de donner une fessée à un enfant, parce qu'on fait ça quand on est épuisé, qu'on a déjà beaucoup crié dessus. Ça ne sert à rien. Dans quelques cas, si elle s'accompagne d'autres attitudes éducatives, ça peut être une ponctuation de gravité qui montre à l'enfant qu'il ne peut pas vraiment faire n'importe quoi et que la force de l'adulte est capable de s'opposer à lui. L'enfant est l'ado. Sans aller jusqu'à défendre la fessée, dans ce service de prévention, on considère qu'une nouvelle loi ne serait ni utile ni nécessaire. La Belgique est déjà armée pour lutter contre la maltraitance et face à des parents qui auraient exceptionnellement dérapé, ici, on préfère avant tout défendre le dialogue. Interdire la fessée ou pas, la question fait débat. En Europe, la plupart des pays a sauté le pas. Comme la France, la Belgique fait donc plutôt figure d'exception. Certains d'entre vous rêveraient sans doute de lui donner une bonne fessée. Serge Kubla s'est défendu devant nos caméras aujourd'hui. L'ancien bourgmestre de Waterloo confirme avoir créé une société à Malte qui facturait à Duferco des démarches en Afrique pour 240 000 € par an. Quelle démarche et selon quel procédé? Les enquêteurs planchent sur la question. Mais l'ancien ministre wallon dément en tout cas avoir voulu éviter l'impôt chez nous. Il affirme avoir déclaré ses revenus en Belgique. Je vais voir mon avocat sereinement. Et on verra ce qu'il y a lieu de faire comme déclaration après tout ce qu'on dit de mal de moi et qui est excessif et faux. Comment est-ce que vous réagissez par rapport aux révélations d'hier? Il n'y a rien de neuf, j'ai toujours déclaré ça. Tout est déclaré au fisc. Il n'y a pas de problème avec cette société créée à Malte? C'était de la consultance? Il n'y a rien qui a été reversé après? Pas encore. Toute la comptabilité est contrôlée par l'État.
Serge Kubla qui reste inculpé de corruption. Quant à son avocat, bien, il déplore la fuite des factures de son client dans la presse. Il souhaite porter plainte contre X pour violation du secret professionnel. Alors il y a une plainte qui sera déposée demain matin dans les mains d'un juge d'instruction avec concession de partie civile du chef de violation du secret d'instruction contre X. Nous ne visons personne en particulier. Il n'y a pas que le MR, le PS aussi est touché par une affaire de compte à l'étranger. Luc Joris, un proche d'Elio Di Rupo, siégeait dans plusieurs institutions publiques pour le compte du Parti socialiste, la SNCB, la FN Herstal et la Société régionale d'investissement de Wallonie. Mais il avait aussi créé une société de consultance financière au Luxembourg, Bremco Management. Rien d'illégal, sauf si la société est en fait gérée depuis la Belgique et que le Luxembourg ne sert que de boîte aux lettres. Devant la révélation de ces faits par le Soir Magazine, Luc Joris a rencontré le président du PS la semaine dernière et dans la foulée, il a démissionné de ses 3 mandats. C'est un élément que je ne connaissais pas. Monsieur Joris a demandé depuis plusieurs jours d'ailleurs à pouvoir être déchargé de ses fonctions. Il a en effet envoyé une lettre de démission pour les 3 fonctions essentielles qu'il occupait. Et pour le reste, je n'en sais pas plus. On quitte les comptes à l'étranger pour s'intéresser aux contribuables qui payent leurs impôts en Belgique et qui commencent tout doucement à trouver le temps long d'ailleurs. Les remboursements tardent. Certains n'ont même pas encore reçu le document qui fait le décompte des impôts à payer ou à retoucher. La faute, paraît-il, à un bug informatique qui perturbe le travail du fisc. Dominique Dussin. Le temps paraît long à certains contribuables qui ont droit à un remboursement d'impôts et qui ne voient rien venir. En cause, un bug informatique. 6,8 millions de Belges rentrent chaque année une déclaration fiscale et près de la moitié d'entre eux, soit 3,3 millions, ont droit à un remboursement du trop perçu. Un remboursement dont sont privés actuellement certains contribuables, ceux qui ont changé de compte en banque l'an dernier. Un changement qui, suite à un problème informatique, n'a pas été enregistré par le fisc. L'argent est donc versé sur l'ancien compte et il va falloir attendre que le versement revienne vers l'administration fiscale pour que la situation puisse se normaliser. En fait, quand le paiement revient vers nos services, les services vont vérifier, voir si c'est un problème de numéro de compte en banque. Si c'est le cas, alors on prend individuellement contact avec les contribuables pour avoir un nouveau numéro de compte en banque. Si vous êtes dans le cas, vous pouvez toutefois accélérer les choses en signalant vous-même ce problème à l'administration fiscale. Mais ce bug est peut-être l'arbre qui cache la forêt, car d'autres contribuables qui n'ont pas changé de compte en banque attendent également désespérément leur argent. Il faut dire que l'informatisation du ministère des Finances est une longue saga truffée de problèmes. D'ailleurs, le dernier bug en date n'étonne pas grand monde au sein du ministère. C'est le quotidien des 20 000 fonctionnaires qui restent au SPF Finance. Je veux dire, on peut interroger chaque fonctionnaire aujourd'hui. Il va se plaindre au cours de la journée d'un bug informatique ou d'une application qui n'est pas accessible, ce qui rend évidemment le travail tellement stressant puisque nous avons des objectifs et il est difficile dans des conditions informatiques comme celle-là de pouvoir assumer ces tâches en temps et en heure. Cela dit, si vous attendez votre virement, sachez que vous n'êtes pas le plus malheureux. Certains contribuables n'ont pas encore reçu leur avertissement extrait de rôle, première étape annonçant un éventuel remboursement. Le gouvernement fédéral n'a toujours pas accepté l'intégralité du compromis conclu au sein du groupe des 10 sur l'activation des chômeurs âgés et des prépensionnés. Histoire de mettre la pression sur ce gouvernement, bien le 7K socialiste menace de mener des actions dès le début de la semaine prochaine si l'accord n'est pas accepté d'ici là. Les ministres fédéraux qui étaient tous en excursion aujourd'hui, au pas loin, aux Pays-Bas, ils ont tenu un gouvernement conjoint avec leurs collègues néerlandais. Ce n'était plus arrivé depuis 10 ans. L'occasion de finaliser quelques accords, dont celui important d'une surveillance commune de l'espace aérien du Benelux. C'est prévu pour 2017. Une explosion en Ukraine et cette fois les combats n'y sont pour rien. Elle s'est produite dans une mine de la région de Donetsk. L'explosion, sans doute due à un coup de grisou, a tué 33 mineurs. Un accident du même genre avait déjà fait 106 victimes dans la région en 2007. Je vous l'ai dit, celui d'aujourd'hui n'a rien à voir avec les combats actuels, mais le gouvernement ukrainien a tout de même accusé les rebelles pro-russes d'avoir gêné l'arrivée des secours. Les proches des victimes, eux, sont tout simplement abattus. Mon frère travaillait dans la deuxième partie de la mine, là où l'explosion s'est produite. Personne ne sait dire ce qui s'est exactement passé.
Nous ne savons pas s'il est à l'hôpital ou s'il est encore bloqué sous la terre. Nous n'avons aucune information. Mon père a aussi été mineur. Il a travaillé ici pendant 30 ans. Son ancien collègue, qui vit tout près de la mine, a appelé et crié pour dire qu'il y avait une explosion. On parlait de fessées en début de journal et bien sûr que Barack Obama en aurait bien administré une à Benjamin Netanyahou s'il avait pu. Hier, le Premier ministre israélien a démoli devant le Congrès américain le projet d'accord avec l'Iran sur le dossier nucléaire. Aujourd'hui, eh bien, le président américain a répliqué. Selon lui, Netanyahou n'a rien dit de neuf et surtout il ne propose rien en échange du texte qu'il critique. J'ai eu l'occasion de lire la retranscription du discours et pour autant que je puisse dire, il n'y a rien de nouveau. Le Premier ministre Netanyahou n'a proposé aucune alternative viable qui pourrait mener au même mécanisme de vérification pour empêcher l'Iran de produire une arme nucléaire. Peridaisa a ses pandas, eh bien la réserve de Ans-sur-Lesse a désormais aussi un invité rare, un glouton. Son nom est plutôt sympathique, mais en fait l'animal ne l'est pas du tout. Cousin des blaireaux et des fouines, c'est un prédateur redouté aux dents acérées. Du haut de ses 50 cm, il n'hésite pas à s'attaquer à des proies bien plus grandes que lui, comme les rennes. Aujourd'hui, il ne reste que 1200 gloutons en Europe du Nord. Celui du domaine de Ans est le seul en Belgique et il recevra bientôt la visite d'une compagne en espérant qu'il soit plus amoureux que les pandas. Une image inhabituelle aux États-Unis, celle de plages californiennes couvertes de neige. On le sait, l'hiver a été rigoureux en Amérique, mais surtout sous la côte Est. L'Ouest est moins habitué au grand froid. Pour certains Californiens, c'était même la première fois qu'ils voyaient de la neige dans leur région, voire même de la neige tout court. Enfin, pour se quitter, on reste en Californie, mais sans neige cette fois. Nous sommes à Santa Monica ou pas loin et les squelettes que vous allez voir n'ont rien de médical. Il s'agit d'une campagne contre les préjugés. Des couples s'embrassent ou dansent derrière un écran géant censé représenter des rayons X et quand ils se montrent au public, eh bien, on découvre qu'il s'agit parfois de couples homosexuels ou de couples mixtes. Le slogan de la campagne, c'est « L'amour n'a pas de couleur, ni de sexe, ni de religion, ni de nationalité ». Bref, rien que des bons sentiments. Les Américains sont champions dans le genre, mais à petite dose, ça ne peut pas vraiment faire de mal. On leur dit au revoir aussi. Voilà, la suite des infos, c'est sur les radios, sur le site internet de l'RTBF. Dans un instant, sur la 2, on explore les réseaux alternatifs d'alimentation, par exemple pour produire et manger des légumes autrement. Merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe. Déjà, un excellent jeudi à tous.